le mets comme ça. Ok. Ouais, s'il te plaît. Merci. Merci. Il y a plein de textes. Ah oui, si je ne mets pas mon bon mot de passe. Bonjour, je suis Yannick Castel, représentant de la société Creality. Je suis en charge des ventes sur les marchés francophones. Et la raison de ma présence ici, c'est le fait de commercialiser nos produits à travers un réseau de partenaires revendeurs. Atom 3D est un acteur important pour nous. C'est le premier vendeur d'imprimantes 3D en France. Et aujourd'hui, nous sommes présents avec son représentant pour la région Est. Faut savoir que cette société est une société récente, Atom 3D, et c'est de loin le premier acteur qui est capable aujourd'hui de répondre localement à la fois sur du matériel, sur du service, sur de la formation, et qui est capable de vous accompagner. Donc notre slogan chez Creality, c'est imagine-le, fais-le. On est effectivement dans ce qu'on appelle l'environnement du maker, de la fabrication d'objets. Et ça restera pour nous notre slogan en ayant plutôt un positionnement dit prosumer. Alors c'est un mot inventé par les Américains qui est à la fois grand public et professionnel. En ce qui concerne nos implantations, nous avons quelques représentants en Europe, mais nous avons essentiellement le siège social qui est basé en Chine, où nous avons regroupé l'ensemble de nos unités de production. En Europe, nous avons juste une plateforme logistique qui fait le complément avec les livraisons que l'on fait de Chine. C'est une société récente, 2014, créée par 3 amis qui sont toujours dans la société. On a estimé qu'on a commercialisé à peu près 6 millions d'imprimantes 3D depuis qu'on a commencé dans une centaine de pays. On est aujourd'hui près de 2000 personnes et je crois qu'on réalise entre 370 et 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. Toute notre production est en Chine, répartie sur 3 unités de production. Ça fait à peu près 150 000 m². C'est très très grand. Il faut savoir qu'on a à la fois la production des machines, mais chez Creality, on fait tout, puisqu'on va même jusqu'à utiliser des presses géantes pour créer les enceintes de nos imprimantes, c'est-à-dire on fait vraiment tout, on part de la matière jusqu'à la fin, le consommable. On a effectivement, par l'ensemble de nos produits, une communauté extrêmement importante de gens qui nous suivent sur les réseaux, puisqu'on estime qu'on a entre 4,5 millions et 5 millions de fans qui utilisent nos produits. Dans notre environnement, on est un peu atypique puisqu'on est les seuls à maîtriser l'ensemble, on va dire, de ce qu'on appelle le do-it-yourself, à savoir les imprimantes 3D, les scanners 3D, les lasers graveurs, la matière, les filaments, la résine. C'est-à-dire qu'on a l'ensemble du panel de l'activité do-it-yourself. Alors on ne va pas rentrer en détail sur l'ensemble de nos produits parce que je crois qu'on peut tenir 2 ou 3 heures, mais on va aujourd'hui se polariser sur les scanners. Donc cette activité scanner est dans une division qu'on appelle chez nous la division écosystème. Donc on l'a vu,
sur les lasers graveurs, on est aussi acteur, hein, on est effectivement un concurrent direct de Xtool. On est présent sur les scanners 3D et sur d'autres accessoires, comme là, ce qu'on appelle des sécheurs. Hein, je discutais tout à l'heure avec des gens qui imprimaient du nylon, du PA. Eh bien, il faut utiliser un sécheur de filaments, un dryer, lorsqu'on utilise ce type de matière. Et puis, une nouvelle famille de produits qui va arriver bientôt, du recyclage de filaments. On va avoir un système pour broyer soit ces déchets d'impression, soit ces impressions 3D. On va utiliser un broyeur pour faire ce qu'on appelle du granulat. Et on va avoir une machine à côté qui va directement refaire la bobine. Alors, je pense que globalement, on va plutôt travailler des matières basiques dans un premier temps, hein, du type PLA, PETG, mais c'est prometteur et c'est surtout le début d'une gamme complète pour aller ensuite sur des matériaux où on aura probablement des fibres de carbone, du PEG, du PIC, voilà, des matières très techniques. Mais dans un premier temps, ce sera des machines qui commenceront sur des matières basiques à recycler. Pourquoi on s'est intéressé au scanner 3D? Ben déjà, comment on récupère un fichier 3D STL? Alors nos clients, ils ont 4 possibilités. La première, c'est effectivement de dessiner, hein, utiliser des logiciels comme SolidWorks, CATIA, Archicad, Revit, et puis des logiciels plus abordables, voire gratuits, comme SketchUp, Freelab, Fusion 360. Ça, c'est la première chose. Il faut que les gens se mettent à dessiner. La deuxième façon pour récupérer le fichier 3D, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des bases de données, des librairies, où on va pouvoir récupérer les fichiers existants des gens qui ont déjà dessiné. Alors bien évidemment, il y a des bases de données qui sont gratuites. Hein. La nôtre, Cloud Creality, on peut récupérer des fichiers 3D. Mais il y a aussi Thingiverse, Minifactory, il y en a beaucoup. Et puis il y en a où il faut payer et acheter les fichiers, hein, comme GrabCAD ou autres. Et puis il existe maintenant quelque chose qui vraiment nous intéresse, nous, dans notre univers, c'est tout ce qui est logiciel AI, où vous allez pouvoir récupérer des fichiers 2D et les scanner en 2D, et ensuite récupérer ces fichiers pour voir votre fichier, créer le Z, créer l'élévation, et transformer ce plan papier en 3D. Alors, ce n'est pas encore complètement au point, il y a beaucoup de startups qui arrivent, mais c'est très prometteur dans notre univers. C'est-à-dire que je discutais tout à l'heure aussi avec des personnes qui étaient dans le domaine du tram, et on le voit, et je l'ai vu dans des locaux, par exemple de la RATP, où vous ouvrez des armoires où il y a 1 mètre de plans vieillis des années 70, et là de se dire qu'on va pouvoir récupérer ces plans et refaire les pièces juste avec l'intelligence artificielle, c'est hyper prometteur. Puis bien évidemment, le scanner 3D, donc on s'est mis à faire des scanners 3D pour générer ces fichiers STL. J'ai ici une documentation, vous pourrez la prendre pour vous rendre compte de l'ensemble de nos produits. On a aujourd'hui 4 familles. La gamme de famille grand public qu'on appelle la gamme Ferrette, une gamme intermédiaire, la gamme Outerlight, et puis les produits qu'on considère comme professionnels, hein, puisqu'on a l'aval de gens qui ont fait des tests aujourd'hui et qui ont pu comparer nos produits qui sont récents, hein, puisqu'ils ont entre 1 et 2 ans, à des produits qui sont à 10, 15, 20 000 euros. Et on voit aujourd'hui que ces produits de la gamme dite Raptor et Sermoon que vous allez voir, eh bien on arrive à faire la même chose. Pour commencer, je voulais, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur les termes, évoquer un petit peu les lexiques et le vocabulaire dans les scanners 3D. La lumière structurée, dans un premier temps, qui est une méthode, hein, de 3D où on projette des motifs, on va le voir, des grilles, des rayures, des points. Et effectivement, à partir de toutes ces déformations, on va reconstruire la profondeur et la forme 3D de la pièce. L'infrarouge, où souvent dans les documentations on voit le NIR, alors ça permet pour
quand on utilise un scanner 3D, d'utiliser ce scanner 3D sans mettre de ce qu'on appelle des marqueurs. Hein. Généralement, c'est ce type. Voilà, c'est ce type des marqueurs, c'est ça. Hein. C'est des petites pastilles que vous verrez tout à l'heure en démo et qu'on n'est pas obligé, lorsqu'on utilise l'option NIR sur un scanner, de devoir les mettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on utilise une autre techno qui est le laser bleu, eh bien déjà c'est dangereux et on ne peut pas mettre ça sur le visage d'une personne et on n'obtiendra pas le même résultat. Donc un exemple d'utilisation d'un Outer Light, je crois que ça sera le post qui sera là tout à l'heure, où effectivement, hein, je ne vais pas mettre des pastilles sur le visage de la personne, et je vais pouvoir scanner rapidement des figurines, des statues, sans être amené à poser des marqueurs, ou on appelle ça des targets, des cibles, et donc pouvoir scanner une personne complète. La différence avec le laser bleu, hein, qui est en fait ici sur deux versions. On a une version dans nos scanners qui est dans un premier temps de scanner ce qu'on appelle des lignes croisées. Et vous le verrez dans les caractéristiques d'un scanner 3D, il y a souvent un premier chiffre, un deuxième et un troisième maintenant, et le premier correspond aux lignes croisées. Donc nos produits, ils vont de 7 à 34 lignes croisées lorsqu'on est amené à faire du scan. On le voit ici qu'on a une autre façon de scanner, à savoir via des lignes parallèles. C'est le deuxième indice lorsqu'on est amené à scanner avec nos produits. Et en ce qui concerne les lignes parallèles, c'est beaucoup plus fin. Mais on en a effectivement un petit peu moins sur le nombre de lignes sur nos produits. La dernière ligne que l'on a sur les scanners, c'est uniquement sur la gamme Sermoon, que présentera tout à l'heure Hugues, où là, en fait, cette ligne unique va permettre de scanner ce qu'on appelle les trous, les interstices ou les petites fentes qu'il y a sur une pièce. Le scanner est unique et permet de scanner, et ça ne l'est que de nos produits dits haut de gamme, la gamme Sermoon. Alors on le verra sur un exemple concret tout à l'heure, mais voilà, hein, en fait, le principe est d'apposer ces petites pastilles sur une pièce. Je vais aussi en mettre sur les côtés. Dans un premier temps, je vais pouvoir scanner, et ensuite je vais pouvoir retourner cette pièce, rajouter des cibles, et le scanner ne va pas être perdu en fait. Ça va permettre d'avoir au moment du tracking, d'avoir des repères essentiellement, hein, ces petites pastilles. Et donc c'est très utile, et ce qui a beaucoup évolué en 2-3 ans, c'est que ce tracking se fait automatique, et surtout on ne perd pas la main lorsque on scanne, c'est-à-dire que le scanner n'est pas perdu, il retrouve rapidement ces petites pastilles, si on bouge, si on tremble, si effectivement on change de côté la pièce. Et c'était beaucoup plus contraignant avant, où il fallait passer plusieurs fois la main dessus sur la pièce, et c'était pas toujours évident de le faire. Là aussi, hein, on l'a vu sur une petite pièce, mais bien évidemment, on peut utiliser ces pastilles sur des pièces beaucoup plus importantes, hein, beaucoup plus grandes. Pourquoi on met des pastilles? Parce que tout simplement, si j'avais à scanner ce pare-choc, le scanner il serait complètement perdu. Il serait incapable de se positionner, de se situer s'il était au début de la pièce, au milieu. Et donc ça fait des indices de référence et qui sont utilisés pour ce genre de pièces. Donc là, une pièce comme celle-ci, il n'y a pas besoin, par exemple, d'utiliser un spray. Pourquoi? Parce que sur certaines pièces, je pense par exemple à du verre ou des choses très réfléchissantes, on va être obligé d'apposer sur les pièces un spray noir pour matifier la pièce. Mais là, il n'y a pas besoin sur ce type de pièce. De la même façon, hein, ce scanner peut faire aussi de petites pièces. Donc là, vous voyez, par exemple, sur des earphones, on ne va pas poser les petites pastilles dessus, mais on va les mettre autour, hein, de façon à ce que le scanner se repère dans l'espace. Et bien évidemment, on peut
travailler sur ces scanners de petites pièces, on le verra après, qui vont de 5 mm jusqu'à 4 mètres en fonction des modèles. Alors ça fait partie effectivement des points importants hein, lorsqu'on choisit un scanner. L'usage, on le verra tout à l'heure, soit on fait de la numérisation, de la digitalisation simple de pièces, mais on le verra ici plus sur ce qu'on appelle la rétroconception, hein, ou recréer le modèle CAO, ou aller au-delà. Hein, il y en a qui laissent simplement le fichier sur leur ordinateur pour faire des contrôles qualité de la pièce qui a été scannée. Donc ce qui est important à regarder hein, lorsqu'on choisit un scanner, c'est la précision hein, de numérisation en microns, hein, c'est-à-dire l'écart entre la mesure et la réalité de cette pièce. La résolution 3D, les niveaux de détail, hein, c'est entre deux points. Et puis, bien évidemment, les données qui sont indiquées sont les distances de travail qui sont recommandées lorsqu'on utilise un scanner. Effectivement, sur des grandes pièces, on a un recul qui peut aller jusqu'à 1,20 m. Et on le verra que c'est beaucoup plus pratique de l'utiliser avec une poignée dans ces conditions. Le champ d'application, comme je vous le disais, hein, c'est important de regarder ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de scanner des petites pièces qui peuvent aller de 5 mm jusqu'à 4 mètres. On parle plus en fait en millimètres cubes et en 4 mètres cubes, hein, puisqu'on est en 3 dimensions. Aussi de regarder ses besoins, est-ce que je vais avoir à scanner de la couleur, ils le font tous aujourd'hui, mais un visage, un corps humain, et puis aussi, évidemment, la vitesse, hein, la vitesse par seconde de tracking, d'acquisition. On le voit que par exemple sur de l'infrarouge, c'est plus lent. En Wi-Fi, on est jusqu'à 60 fps et bien évidemment, ça reste en filaire qu'on a des meilleures performances, ou certains modèles, on peut aller jusqu'à 90 fps, où on appelle ça aussi, si vous voulez, le nombre de points par seconde par nuage, en fait. Hein. Et on le verra en fonction des usages. Mais je dois dire que si on n'accompagne pas le scanner 3D d'une belle configuration PC, ça va ramer. Hein. Ne négligez pas les performances de l'ordinateur lorsque vous investissez dans un scanner, à savoir bien sûr le pros, mais aussi la carte graphique. Hein. La carte graphique doit être performante. Certains d'utilisateurs et de revendeurs utilisent même des machines de gamers en fait, hein, des machines de joueurs qui sont les plus performantes aujourd'hui sur le marché en rapport qualité-prix. Bien évidemment, il y a des machines pro, hein, mais c'est vrai qu'il ne faut pas le négliger. Et bien évidemment, on va le voir plus précisément, ce qui est important de regarder, c'est les compatibilités des logiciels sur la rétro-engineering, à savoir celui qui est le plus utilisé aujourd'hui et le plus courant, Geomagic DesignX. On a un accord, nous, avec un acteur anglais qui a aussi une solution qui s'appelle Quick Surface, mais pour être très transparent avec vous, ce n'est pas du même niveau que Geomagic. Je ne sais pas si c'est visible ma roadmap. Ouais. Alors ça, c'est la roadmap de nos produits qu'on retrouve sur nos documents pour vous donner un petit peu les positionnements prix hein, par rapport à l'ensemble de notre gamme. Et puis à chaque fois, on a indiqué, vous le voyez ici, 22,7, je prends l'exemple du Raptor Pro, 22,7, ça donc 22 lignes croisées, 7 lignes parallèles, et plus on monte, plus on sera précis sur les caractéristiques. Bien évidemment, là on ne va pas montrer l'ensemble de on doit en avoir une douzaine de produits, on va en montrer 3. Hein. Et le premier hein, qui sera ici, cet atelier qui sera l'Auteur Light, qui est un produit entrée de gamme, hein, puisque vous le voyez, c'est un produit qui est à 700 € hors taxe, donc tout à fait accessible. Il ne fait que de l'infrarouge, donc nous on l'utilise pas mal pour les gens qui sont amenés à faire effectivement des visages, à faire des statues, à scanner des visages, des statues, ou plutôt des gens qui font des orthèses, des prothèses, des podologues et autres, qui n'ont pas besoin d'une précision énorme, et ça répond tout à fait en prise à main,
grâce à la prise en main rapide à leurs besoins. Un deuxième poste, le Raptor X, je crois que ça sera celui-ci. Alors pour vous montrer, lorsqu'on commercialise ces produits, c'est vraiment quelque chose qui est transportable dans une valise, il y a tout, ça passe en cabine dans les avions, il n'y a pas besoin, même si on vous demande systématiquement de l'ouvrir, puisque bien, ici il y a une poignée, donc il y a une batterie, donc c'est contrôlé. Voilà, donc celui-ci il est hybride, il fait à la fois de l'infrarouge et du laser bleu. Donc c'est l'un de nos plus performants aujourd'hui, puisqu'on peut aller jusqu'à 34 lignes de croisée, 7 lignes parallèles. On est effectivement sur des précisions à 50 microns, mais en laser bleu, on est encore davantage, puisqu'on est à 20 microns. Et on est, grâce à cette poignée, on a à peu près 3 heures d'autonomie. On peut travailler directement en Wi-Fi. Alors c'est le Wi-Fi 6. Et puis c'est Hugues qui présentera le Sermoon S1, qui est un produit récent, qui est le premier d'une gamme, qui a en plus de ces lignes croisées, de ces lignes parallèles, cette ligne dite all ou true, pour pouvoir scanner, vous voyez, ce genre de pièces à l'intérieur qu'on ne pouvait pas faire jusqu'avant. Il fallait retravailler le fichier. Et vous le voyez aussi que, alors il existe en 2 versions, c'est la version S1 qui est ici, qui est la version simple, mais il existe la version X1 qui est comparable au modèle Raptor X avec un pied, et effectivement pour pouvoir travailler en Wi-Fi de façon autonome. Le X1 étant un produit aux alentours de 5 000 € hors taxe. Voilà, je suis dans les temps. Voilà, je vais vous passer la main aux partenaires à la fois de Creality et de Atom 3D, Société Oxycad. Hugues est un pionnier et un gourou du scan. Voilà, je pense que tu vas plus rentrer dans les détails sur la rétroconception, qui est effectivement ton métier. Et puis, voilà, merci. Hop, tiens. Ouais, merci. Je vire. Alors j'en profite pour reprendre la parole pour que tout se branche. Donc Hugues va faire une des démos en live et puis on a prévu une dizaine de minutes pour des échanges questions-réponses, bien sûr, tout de suite à l'issue de la démonstration. Quand la démo, les questions seront terminées, vous faites une petite pause, vous pouvez retourner boire un café. Et c'est à ce moment-là que nos apprenants vont passer pour les inscriptions aux ateliers. Voilà, Je crois que c'est ça pour toi.